Active Saint-Étienne Night Club. L'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Hugo. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Saint-Étienne Night Club. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous avez bien attaqué cette nouvelle semaine. Je suis très content de vous retrouver pour ce 157e Saint-Étienne Night Club. Et les Verts, ils sont pour quelque chose. Retour de la victoire à Geoffroy Guichard qui plus est. Et celle-ci, elle fait du bien après la petite débâcle face à Angers. On va donc débriefer cette belle victoire durant 1 heure et également aborder le prochain match qui est peut-être le plus important de la saison. Et pour m'accompagner ce soir, il y a du beau monde. On a tout d'abord Martin. Salut Martin, comment tu vas? Salut, bah ça va bien. Écoute, on a passé un week-end sympathique avec une victoire samedi assez convaincante, peut-être la plus convaincante de la saison, en ce qui me concerne. Voilà, donc on aborde la semaine qui vient, qui est tout aussi excitante, assez tranquillement. Bah parfait, parfait. Et pour t'accompagner, il y a aussi Alex. Comment tu vas Alex? Salut, bah, écoute, ça va bien. Content de débriefer une victoire, en effet. Et puis, comme ça m'arrive assez régulièrement et qu'on gagne pourtant pas tant de matchs que ça, je dois me considérer comme un porte-bonheur. Voilà. Et au chat, pour finir, on a Karl. Salut Karl, tu vas bien? Salut Hugo, salut Martin, salut Alex. Oui, écoute, tout va pour le mieux, une belle victoire, un beau match hyper important et qui te profile. Et voilà, donc je salue également le chat de YouTube et de Twitch. N'hésitez pas à faire remonter tous vos avis sur les différents débats qu'auront les chroniqueurs et on passera vos commentaires les plus pertinents à l'antenne. Donc soyez attentifs. Ben parfait, parfait, parfait. Tout le monde est prêt. Donc bon, on commence le débrief sans plus tarder. C'est parti. Avant toute chose, on a envie d'essayer de vous donner un peu plus la parole, au SNC. Donc si quelqu'un est intéressé pour venir, 2 petites minutes parler à l'antenne de son ressenti sur le match ou autre chose, vous pouvez le faire savoir dans le chat. Karl, vous contactera et on verra si c'est possible. Saint-Étienne retrouve la victoire en tout cas, après 2 défaites de rang face à Angers et Lens, les Verts sont venus à bout, de Strasbourg ce week-end pour l'emporter donc 2-0. Devant leur public, les protégés de Dalogli ont proposé une prestation sérieuse, face à un adversaire quand même assez qualitatif, hein. Ça n'a pas été facile, tout n'a pas été parfait bien sûr, mais ça permet d'empocher les 3 points et comme l'a dit Martin dans l'introduction, c'était quand même une des meilleures, prestations de la saison, si ce n'est la meilleure. Et d'ailleurs Martin, je vais te donner la parole, tu es satisfait toi du coup de ce match des Verts? En fait, ce que satisfait, oui. De toute façon, on a bien compris que cette saison, on dominerait personne. On a bien compris que cette saison, Saint-Étienne allait souffrir du début jusqu'à la fin, enfin, on va dire au moins jusqu'au mercato d'hiver, après on verra. On a bien compris que toutes les équipes, a priori, sont plutôt supérieures à Saint-Étienne. Mais là, je dirais que bah déjà, c'est la rencontre où les Verts ont le moins concédé d'occasion, et c'est quand même leur grosse difficulté depuis le début de saison. C'est-à-dire que ça reste pour moi peut-être la pire équipe d'Europe, la pire défense d'Europe. Défensivement, c'est la pire équipe d'Europe pour moi. C'est qu'à chaque intrusion adverse, tu trembles. Et là, j'ai trouvé pas de sérénité, hein, parce que pour parler de sérénité, on attendra un peu, mais en tout cas un tout petit peu plus de solidité. Donc, ce qui rend quand même la chose un tout petit peu moins angoissante. Et en plus, combiné à ça, alors devant, c'est pas encore le Brésil 70. Voilà, on en est encore très très loin, mais malgré tout, il y a eu quelques bribes par-ci par-là. Et le résultat est somme toute logique. Contre Lille, c'était quand même un bon petit coup de bol parce que Lille avait dominé et voilà, ça relevait du miracle. Contre Auxerre, bah Auxerre avait perdu son défenseur central à l'échauffement et derrière, tu concédais énormément d'occasions, mais David Ajvili était en feu. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une prestation collective un tout petit peu plus aboutie. Encore une fois, c'est pas Byzance, mais moi, je pense n'avoir rien vu de mieux cette année. De ton côté toi, Alex, t'en as pensé quoi de ce match? Ouais, c'est forcément encourageant hein, comme rencontre. D'abord parce qu'on a réussi à obtenir l'essentiel, hein, à savoir les 3 points. Mais au-delà de ça, c'est encourageant parce que je pense que c'est aussi la confirmation de choix forts d'Olivier Dalloglio.
depuis 2 rencontres, mais surtout depuis la dernière rencontre. Parce qu'autant ça fait 2 matchs qu'il a opéré un choix fort au milieu de terrain, autant samedi, il a opéré un autre choix fort en défense, et notamment en défense centrale. Donc je pense que c'est aussi la confirmation que on est davantage dans le vrai avec le 11 qui a été proposé samedi qu'avec celui de la semaine précédente, et pire encore, ceux qui nous avaient été proposés lors de débâcle. C'est aussi la confirmation que même s'il n'a pas fait un grand match, un joueur comme Masson sécurise et apporte de la confiance à l'arrière-garde. Voilà, c'est encourageant. Et puis c'est aussi, je trouve, de manière générale, la preuve que cette équipe peut nous surprendre. Parce que moi, je ne donnais pas, mais alors vraiment pas, beaucoup de chance à Saint-Étienne de battre Strasbourg, que je trouvais assez flamboyant, notamment offensivement. Et finalement, on a réussi à les contenir et puis à les piquer de manière chirurgicale. Et ça, c'est un peu nouveau et ça donne de l'espoir, notamment pour dimanche prochain. Clairement, ouais, de l'espoir et ça fait vraiment du bien. Karl, je viens tout de suite, auprès de toi, au chat. Il y a déjà des premiers retours, hein, sur cette victoire. Qu'est-ce qui ressort un peu? Oui, bon, évidemment, pour le chat, c'est une victoire méritée et solide. Sofiane abonde dans ce sens-là en disant que le mot pour la victoire, c'est solide comme Sissoko. Odeo a compris qu'il devait aligner la moins pire des charnières, donc c'est-à-dire Batou Binsika Nadé, titulaire, donc avec 2 victoires et un nul en 3 matchs lorsque c'était cette charnière-là alignée, et aussi d'aligner Bouchouari et Mouton en milieu qui enchaînent leur deuxième titularisation consécutive. Meta qui abonde dans ce sens-là en disant la charnière Nadé Batou Binsika rapporte plus de points. Quand on aura bien repris un capital confiance, on pourra un jour jouer en 4-4-2. Ça, c'est Toubi Barno, Toubib qui nous dit ça. Pierre-Écois monte en puissance, ça aide beaucoup notre défense, petit crabe, parce que c'est vrai que Pierre-Écois a peut-être même joué dans la position d'un 3e défenseur central sur ce match-là. Leïla qui souligne que Patrick Guillou avait annoncé la victoire dans le SNC la semaine dernière. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs, Patrick Guillou nous l'a bien fait remarquer tout au long du week-end. Le Babé Mathias qui nous Ouais, et dit... Karl, je te Oui, coupe. Si Patrick Guillou est visionnaire comme il l'a été pour le match de Strasbourg dans tout ce qu'il a dit, on peut s'asseoir dans un fauteuil et espérer la Coupe d'Europe dans pas longtemps, hein. il y a Yannick qui nous dit que justement la défense à 5, c'est ce qui le retient, car avec une défense à 5, c'est mieux et ça fait un clean sheet. Gaël qui nous dit de toute façon ça va être il faut avoir un bloc bas jusqu'au mercato, pas trop le choix vu le niveau technique très faible dans l'ensemble. Le courage de l'équipe et les choix forts d'Olivier Dalloglio, c'est ce que retient Jean-François. Donc voilà, il y a un peu de tout, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est en tout cas de la joie, du soulagement aussi qui se ressent dans le chat. Ouais, des retours assez différents et moi le point important que j'ai retenu, c'est quand même le renouvellement de ce milieu, Ekwa Bouchouari-Mouton, préféré du coup à Mouefek et à Mougou qui avaient pourtant, fait tout le début de saison. Cette fois-ci, ça a donné raison au coach Dalloglio puisque les trois compères ont rendu une copie très sérieuse, hein, au milieu. Ça avait été plus compliqué face à Angers, notamment, concernant Ekwa qui était pourtant très bon, hein, depuis le début de saison. Alex, toi tu préfères ces 3-là plutôt que le trio, du début de saison? Aujourd'hui, que je les préfère ou pas, j'ai envie de dire, ils donnent raison au choix du coach. Donc, du coup, oui, je les préfère. Ça n'enlève rien aux qualités du jeune Amougou qu'on va revoir et qui va être utilisé cette saison plus dans un rôle qui doit être le sien cette année, c'est-à-dire prendre de l'expérience, mais pas porter sur ses épaules l'AS Saint-Étienne parce qu'il est encore jeune et que c'est pas son rôle. Et puis Aymen Mouefek, c'est peut-être la déception parce que d'abord, on a l'impression que voilà, les petits pépins physiques le perturbent encore toujours un peu, mais surtout, on a l'impression qu'il a perdu de la confiance depuis le début de saison, alors qu'il avait plutôt pas si mal commencé ces 2 premiers matchs. Il a perdu de la confiance au fur et à mesure, et puis il a laissé revenir des milieux de terrain qui n'étaient pas du tout annoncés dans le 11 de départ et qu'on ne voyait pas du tout titulaire à terme. Et voir Mouton, finalement, à ce niveau-là, moi, il m'a fait une très très belle impression, Mouton. C'est un joueur intelligent qui peut être décisif en plus. Il est pas en réussite, mais il peut être décisif.
Et puis Bouchoirie, bah, on voit le Bouchoirie qui nous avait pas mal hypé hein, à un moment donné, ce Bouchoirie qui est capable dans les petits espaces de s'en sortir, de prendre un ballon tout sale et de le rendre tout propre, et puis de jouer vers l'avant. C'est clairement la marque de fabrique de Bouchoirie, c'est que c'est quelqu'un qui fait avancer le bloc et qui met, qui marche toujours vers l'avant. Et il l'a fait. Les stats ne mentent pas. Ce week-end, il l'a fait et clairement, Saint-Etienne a profité d'un Bouchoirie des grands soirs. Ouais, on va reparler de Bouchoirie juste après, plus en détail, parce que c'est vrai que c'est intéressant de parler de son cas. Et mouton surprenant, hein, tu raison, on l'attendait pas forcément là. Martin, toi, de ton côté, t'en penses quoi de ce milieu de terrain? Bah, moi, j'avais beaucoup aimé le milieu face à Lille, Amogu Mouefek et quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu perdu. J'ai été étonné. J'ai été franchement étonné parce que Bouchoirie, je l'attendais plus à ce niveau, très honnêtement. Il était plus du tout utilisé en début de saison. Il s'était un peu perdu en Ligue 2 et Saint-Étienne était quand même monté un peu sans lui. J'avais des doutes sur sa faculté à être décisif, mais même pas décisif, tranchant en Ligue 1, parce que des doutes sur sa capacité à faire du pressing, à être présent physiquement. Et là, j'ai été agréablement surpris, et donc je me suis trompé, tant mieux. Quant à Mouton, moi, à chaque fois qu'il rentrait, enfin, voilà, je sens un truc avec ce jeune-là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt encore pour dire quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il a gagné en épaisseur. Il a fait un super match et là, il a gagné sa place dans le 11. Mais on voit que dans ce milieu-là, alors j'enlèvais quoi? Parce que voilà, on voit que dans ce milieu-là, dans les quatre autres, oui, ça manque d'épaisseur. Soit ça manque d'épaisseur physique, soit d'expérience, soit. Mais voilà, on a personne d'incontournable. Et c'est une des raisons du problème des Verts, c'est que la défense n'est pas assez protégée et que ces quatre-là, ils sont pas encore tout à fait mûrs pour être titulaires en Ligue 1, indiscutable. Donc ça va tourner. Mais c'est vrai que sur ce qu'on a vu ce week-end, Mouton et Bouchoirie, voilà, ils ont semé des promesses. Mais c'est rien que des promesses aujourd'hui. C'est encore beaucoup trop tôt. Et du coup, vous l'avez dit, messieurs, celui qu'on n'attendait pas forcément, c'est Benjamin Bouchoirie, hein, après sa mise au banc, entre guillemets, l'an dernier et sur le début de saison. Il a été très bon samedi, sous pression, capable de conserver le ballon, c'était très intéressant. C'est possiblement un de ses meilleurs matchs, hein, sous le maillot vert et peut-être justement que cette mise sur le banc, la saison dernière en début de saison, ça lui a fait du bien et qu'il commence peut-être à évoluer dans le bon sens, à comprendre comment il doit jouer, à avoir une meilleure, attitude. Martin, je vais te laisser la parole. T'en as pensé quoi de son match plus en détail? Tu le revoir toi dans le 11? Allô, allô? Martin, je t'ai perdu. Alex, t'es là? Oui, oui, je suis là, il n'y Bah, a pas de Alex, tu souci. veux prendre la parole là-dessus, en Ouais, bien attendant? sûr. Ben, Bouchoirie, en fait, l'année dernière, il jouait pas parce que le coach lui reprochait de ne pas participer activement au travail défensif. C'est vrai que il a toujours qui lui colle à la peau cette image du boudeur, du joueur un petit peu têtu, qui s'enferme dans son style et qui écoute pas beaucoup ce qu'on lui dit vu de l'extérieur. Moi, je pense qu'il a appris hein, de cette période-là. Il avait aussi un deuxième défaut, mais là, on va rapidement savoir si, il retombe dans ses travers. Son deuxième gros défaut, c'est une fois qu'il avait réussi une ou deux bonnes rencontres, c'était de retomber dans un style presque un peu individualiste ou en tout cas de manquer de régularité. Il enchaîne deux rencontres, je trouve, à un bon niveau, pour pas dire à un très bon niveau. Euh, Est-ce qu'il y a des chances qu'il soit aligné lors du derby? C'est possible, c'est probable. On va voir dans un grand rendez-vous de quoi il est capable. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que Bouchoirie, si on pouvait avoir des doutes, est capable d'effectuer de belles performances en Ligue 1. Donc c'est un joueur qui va pouvoir apporter cette saison, même s'il manque de coffre, mais enfin, on se rappelle des Cosiello et d'autres milieux de terrain qui étaient de tout petits gabarits et qui ont fait les beaux jours de leur club. Donc j'ai pas de doute quant à la réussite de Bouchoirie en Ligue 1 avec un si petit gabarit. Non, c'est sûr. En tout cas, il a le potentiel et on verra. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant que tu as soulevé, son problème de régularité. On verra, on espère qu'il réglera ce souci. Martin, est-ce que tu es de retour parmi nous?
Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous Ouais, entends très bien. c'est bon, je t'entends. Du coup, concernant Benjamin Bouchouari, son match, t'en as pensé quoi, toi? T'aimerais bien le revoir dans ce 11 stéphanois? Ouais, ce que je disais, mais vous m'entendiez pas, c'est qu'il avait déjà fait une super entrée contre Auxerre et les Verts lui devaient une fière chandelle. Voilà, il avait renversé le cours du match. Auxerre était revenu à 2-1. Il avait amené de la sérénité. Euh, Moi, je suis encore prudent avec lui parce que j'ai été très échaudé depuis qu'il est arrivé. Quand il est arrivé dans une équipe qui était très pauvre techniquement, on l'avait vu un peu comme le sauveur. On l'avait très vite mis très haut. D'ailleurs, il a ses partisans à Saint-Étienne qui sont nostalgiques un peu de cette époque-là. Moi, je vais quand même attendre parce que la Ligue 1 est un championnat hyper exigeant et c'est vrai que avec son gabarit, il doit être plus méchant, ou alors il doit apporter offensivement beaucoup plus. Euh, il a été très bon ce week-end, j'ai aucun problème avec ça. Mais par rapport à tout ce qu'il a montré depuis qu'il est arrivé à Saint-Étienne, Alex parlait de son irrégularité, elle est évidente. C'est ce qui me fait rester très, très, très prudent. Dans un milieu où il serait encore plus sollicité, avec des adversaires peut-être un peu moins joueurs et un peu plus, voilà, un peu plus expérimentés, est-ce qu'il peut s'en sortir? Moi, j'ai encore des doutes. Forcément, il est là quand même depuis longtemps et il n'a pas encore concrétisé. Donc, pourquoi pas? Mais ça reste, comme je disais lors de mon intervention précédente, des promesses. Et des promesses fragiles. Ouais, on verra, on verra. Karl, je viens vers toi au chat, je vois que ça s'est animé ce soir. Concernant le milieu stéphanois et particulièrement Benjamin Bouchouari, qu'est-ce qui ressort un peu? Bah écoute, Bouchouari a fait quand même une sacrée unanimité dans le chat. Il y a Mathias qui nous dit Bouchouari, bon sang, on l'a placardé, quelle idée. Ça fait plaisir de voir Bouchouari revenir. Il a du ballon ce jeune, ça c'est Petit Crap qui nous dit ça. Boubou a été très irrégulier et constant. Il s'est placardé tout seul. Bon match samedi, à voir dans la durée, c'est Leïla qui nous dit ça. Patrice nous dit Bouchouari est techniquement au-dessus du lot. Il nous permet de garder le ballon au milieu. Il a simplifié son jeu. Il lui reste à progresser dans les 20 derniers mètres. Ça, c'est Toubib qui nous dit ça. Bouchouari au milieu a été impressionnant. Il a su jouer entre les lignes et était très propre et a récupéré un paquet de ballons. C'est Céline. Et puis sinon, évidemment, il y a Mouton aussi qui a des louanges dans le chat. Yannick qui nous dit sur YouTube, Mouton, c'est une vraie surprise. Il monte son niveau petit à petit et Bouchouari, il montre enfin son vrai niveau pourvu que ça dure. Ce qui est bien, en tout cas, c'est que tout ça crée de la concurrence saine au milieu de terrain. Gaël qui nous dit Mouton, ça ressemble à un Madi Camara, toute proportion gardée évidemment. Mouton avec le temps, ça peut être un bon milieu de terrain, croit savoir Sofiane au 21. Et Toubib qui va même jusqu'à dire que c'est maintenant qu'il faut prolonger Bouchouari, pas quand il sera trop tard. Voilà. Et au milieu de tout ça, il y en a un qui s'en sort bien aussi, c'est le coach, hein, c'est Olivier Dalloglio. Une nouvelle fois sur la sellette, hein, il a réussi son coup tactique pour décrocher cette nouvelle victoire. Le nom de Wilfried Nancy, hein, courait un peu pour le remplacer. Nouvelle titularisation, pardon, de ce milieu, comme on a dit, mise sur le bord d'Abdelhamid, et ça a réussi. Décidément, le coach est plutôt doué lorsque son poste est menacé, hein, c'est pas la première fois cette saison. Alex, tu penses que Dalloglio a encore du coup quelques matchs de répit et t'aimerais le voir continuer, toi? Bah, moi, j'aimerais surtout pas être à la place des dirigeants qui semblent avoir programmé son remplacement au bout de quelques mois à Saint-Étienne. Alors là, pour le coup, je suis assez d'accord avec Patrick Guillou. C'est pas pour le coup, d'ailleurs, je suis souvent d'accord avec lui, mais là, vraiment, sur ce point-là, je suis persuadé que la programmation du départ Dalloglio était envisagée déjà depuis plusieurs mois et qu'on imaginait qu'avec ce recrutement et cet effectif-là, il ne survivrait pas très longtemps. Bon, il faut pour ça que les planètes s'alignent. Elles semblent s'aligner de plus en plus. On parle de Nancy, donc, qui viendrait de Columbus. Columbus qui a été éliminé hier soir en MLS et qui ne joue donc plus rien. Donc les joueurs et le coach sont en vacances. Ce qui laisse un boulevard ouvert pour ce coach qui a peut-être été approché, qui est peut-être en discussion avec Saint-Étienne, mais n'empêche qu'en attendant, on a Dalloglio qui s'accroche au siège. Et bah, c'est pas pour nous déplaire, parce que ça veut dire que les Verts gagnent, s'ils s'accrochent au siège. Il y a un derby, on n'imagine pas une seconde vouloir en prendre 5 ou 6 pour voir débarquer Dalloglio. Mais n'empêche que
du côté des dirigeants, certainement que Dalloglio est programmé pour ne pas rester toute la saison et que pour le moment, ben, il sauve sa place. Et puis ça veut dire aussi que son groupe de joueurs ne l'a pas lâché, parce qu'on sait de quoi sont capables des joueurs qui lâchent un coach. Et là, ils n'ont pas montré qu'ils avaient lâché leur coach. C'est sûr, ouais, tu raison. Martin, t'en penses quoi toi de ce qu'a Dalloglio? Dernier point, il est important parce que ça fait plusieurs fois c'est un peu le match de la dernière chance et à chaque fois, effectivement, il s'en sort et ce qui prouve qu'il est effectivement, et ben, en symbiose avec son groupe. Quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, à Rennes, à Auxerre, qui en prend 4 alors que Julien Stéphan était lui aussi sur la tangente. Et moi, je pense que son groupe l'a complètement lâché quand on voit les réactions d'après-match. Là, on voit que Dalloglio, il tient encore ses hommes et ça, c'est hyper important. Ça, c'est ce qui est central pour moi. Donc là, il s'en sort avec, voilà, avec une nouvelle philosophie, avec une nouvelle compo d'équipe. Donc ça porte sa patte, son coaching aussi, avec l'entrée de Sissoko qui marque le deuxième but. Donc c'est une victoire qui porte vraiment son sceau, quoi. Donc c'est intéressant. Après, il peut pas faire des miracles non plus. Voilà, il fait avec les joueurs qu'il a. Il a tenté pas mal de choses. Sa vraie erreur, c'est Abdelhamid. C'est ce qui lui coûte pour l'instant cher. C'est la principale pierre dans son jardin, puisqu'on rappelle qu'il l'a fait venir pour avoir de l'expérience, un joueur Ligue 1, etc. Et que pour l'instant, c'est un énorme fiasco. Mais au-delà de ça, voilà, il s'en est sorti ce week-end. Mais il est toujours sur un fil. Il est toujours sur un fil. Tu sens que le mercato d'hiver, je suis pas sûr qu'il ait grand-chose voilà, il devra avaler des couleuvres sans doute. Donc, est-ce que sur du long terme, c'est ce qu'il faut pour construire une équipe et un club? Ça me paraît quand même compliqué. Dernier petit point, dans ce débrief, tu l'as dit avec Sissoko, c'est le rôle des entrants dans ce match. Ils ont été importants, hein, pour décrocher cette victoire. Ils ont apporté du danger, chose que les joueurs offensifs titulaires aient peut-être un peu trop peu fait. En tout cas, Sissoko a inscrit un nouveau but, après avoir, remplacé Lucas Tassin, passeur, décisif plutôt sur une déviation sur corner. Dalloglio a voulu changer les choses assez rapidement, hein, avec 3 changements entre la 56e et la 62e minute. Martin, tu penses que ce coaching, assez précoce de Dalloglio a été décisif? Et 2e question, quels sont tes top flops sur ce match pour finir le débrief si tu en as? Oui, alors, oui, son coaching est décisif, de toute façon, on peut pas dire le contraire, hein. Il y a un mec qui rentre, qui marque, bon, bah, voilà, c'est réglé. Après, c'est parce qu'aussi, on a une équipe qui finalement où il y a très peu de têtes qui dépassent. Je veux dire, si tu enlèves, Davitashvili, à peu près, tout le monde qui se vaut, tu vois? Sissoko, Stassin depuis le début de saison. Alors Sissoko marque et bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas Ronaldo. Au milieu, c'est un peu pareil si tu enlèves quoi. Voilà, c'est une équipe qui manque vraiment de colonne vertébrale, quoi. Et je pense qu'il cherche encore ses incontournables Dalloglio. Donc on voit, un coup c'est lui, un coup c'est l'autre et que, hormis encore une fois Davitashvili et quoi et même la charnière, hein, voilà, c'est hyper fragile. Petro, il est là un peu aussi par défaut, donc c'est très compliqué et je pense que le mal des Verts en ce début de saison, c'est de justement pas arriver à faire, dépasser des têtes, voilà. Sur mes top et flop, top, je mettrais quoi quand même, que moi je trouve, voilà, c'est lui. Il a stabilisé le truc, 1er défenseur, premier relanceur, il m'a beaucoup plu dans ce rôle-là et tu sens de toute façon sporadiquement, hein, depuis le début de saison, mais que quand même, il a quelque chose. Au niveau des flops, c'est difficile d'avoir un flop, mais je dirais quand même, alors je vais être méchant avec Nadé, parce qu'il a marqué, parce que voilà, mais moi je trouve encore trop juste pour un défenseur de Ligue 1, sa première mi-temps, il se fait enrhumer un moment, il arrête complètement. Enfin, voilà, je pense que son but masque un peu sa prestation encore très 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 fragile. Voilà, je suis sévère avec Nadé, mais j'avoue que j'ai encore un peu de mal à le voir comme un titulaire en Ligue 1. Il y a trop 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 de lacunes techniques, trop. Alex, même question du coup, tu penses, que les entrants ont joué un rôle important et quels sont tes tops et tes flops? Ouais, les entrants ont joué un rôle important, mais en revanche, on parlait du coach juste avant, et je n'irai pas non plus tresser euh, les lauriers à Dalloglio pour son coaching, parce que il nous met clairement dans la panade
la rencontre précédente avec son choix incompréhensible d'une charnière centrale cataclysmique. Il met Batou Binsika dans un rôle d'entrant et qu'il le met en difficulté. Et tout ça pour introduire, parce que je voulais quand même en parler, et merci Karl pour la stat, les duos de défenseurs centraux, leurs statistiques. Les Abdelhamid Batoubinsika, c'est 15 buts encaissés en 450 minutes. C'est 3 buts par match. Abdelhamid Nadé, c'est 4 buts en 127 minutes, c'est 2,83 buts par match. Et Nadé Batou, c'est 5 buts en 323 minutes, 1,39 buts par match. Ce qui veut dire clairement que, et ces statistiques, elles ne datent pas que de Strasbourg, ce qui veut dire clairement que Dalloglio, si on peut louer son coaching et qu'il a fait rentrer peut-être les bons joueurs au bon moment, etc., il est plus très lucide non plus, ou en tout cas, il n'est pas très lucide avec l'ensemble de ses joueurs. Et ces statistiques-là, elles existaient déjà 90 minutes avant Strasbourg. Donc, voilà, moi, ce qui me gêne un petit peu là-dedans, c'est que oui, les entrants ont fait le job, oui, on s'appuie sur une ossature, un 11 qui n'a pas démérité, mais voilà, il y a aussi les choix du coach qui ont fait que ce match a été une réussite, et là, il a fait le bon choix de doublette de défenseurs centraux. J'aimerais, en parlant de top et flop, alors aussi bien le flop Nadé, c'est vrai que bah oui, il est sévère, mais vous allez voir que mon top, il est aussi très bienveillant, c'est Stassin, parce que Stassin, il fait pas un grand match. Stassin, on le voit pas beaucoup. N'empêche que Stassin, il fait une passe décisive. Alors certes, elle a beaucoup de réussite, sa passe décisive. C'est d'abord un tir de la tête, hein, sa passe décisive, et puis Nadé est par là. Mais Stassin, il participe au but qu'on marque en ce moment, même s'il ne les marque pas lui. Et puis je trouve qu'il n'est pas inintéressant et qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce joueur-là. Et je pense aussi que Sissoko a su profiter de l'usure que Stassin a provoqué chez les défenseurs de Strasbourg. Donc clairement, moi j'aimerais qu'on n'oublie pas que Stassin joue un rôle prépondérant aussi dans, dans le travail offensif et que c'est un joueur qui pour l'instant n'est pas encore mis dans les meilleures conditions pour marquer des buts, si ce n'est Lille où il rate 2 immanquables. Mais pour l'instant, il n'a pas les occasions, il n'est pas en position de frappe. Mais voilà, j'aimerais beaucoup qu'il marque prochainement parce qu'il le mérite et parce que je trouve que son travail de l'ombre est hyper, permet de créer des choses dont profitent les autres aujourd'hui, mais pas suffisamment lui. Bah, peut-être ce week-end, hein, ça serait beau pour un, Peut-être pour un ce premier week-end. but. Ça serait sympa. Juste pour Stassin, je peux Vas-y, ajouter quelque Martin, chose. ouais. Moi, il y a un problème avec Stassin, c'est que c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Pour moi, ça fait partie des dysfonctionnements des Verts. Tu peux pas acheter un joueur comme ça et le mettre titulaire en Ligue 1. Parce que pour moi, c'est trop léger. C'est-à-dire qu'à l'âge qu'il a, avec l'expérience qu'il a, il ne peut pas débarquer et être titulaire d'un club de Ligue 1. Rentrer en jeu, pour moi, il n'y a pas de problème. Effectivement, il a des qualités, je suis d'accord avec toi. Son avenir, voilà, peut-être qu'il sera, peut-être qu'un jour ce sera un super attaquant de Ligue 1, etc. Mais là, effectivement, on le met pas dans les bonnes conditions. C'est pas un mec qui a encore la carrure pour être. On le voit. Alors pareil, effectivement, dans les prises de balles, dans les choses comme ça, dans le sens du but, il y a peut-être quelque chose. Mais on voit qu'il souffre physiquement. Il est dans un club dans une équipe qu'il connaît peu, dans un championnat où il débarque. C'est pas comme ça qu'on fait grandir les jeunes. Et ça prouve que cet effectif est beaucoup trop court. Encore une fois, Stassin, il ne peut pas être programmé pour être titulaire pour moi. C'est encore trop court, mais parce qu'on a aussi un déficit au poste de 9. On a un déficit un peu à tous les postes, si on est tout à fait honnête quand même, quand on regarde la place au classement et ce qu'on a vu depuis le début de saison. Mais voilà, Stassin, je trouve que c'est un bon symptôme de ça. Merci. Ouais, mais Ouais, vas-y. si on reste dans cette logique, Martin, mais tu as raison, hein, on a un effectif voilà, qui est insuffisant, mais Nadé n'est pas Et oui, titulaire, Petro n'est pas oui. titulaire, Et Mouton n'est oui, pas titulaire, Bouchouari et n'est pas oui, titulaire, Boakile, évidemment. on peut se poser la question, et je vais aller plus loin, Larsonneur, est-ce qu'il est titulaire?
Parce qu'on peut poser L'arseneur, ce aussi qu'il a la pour lui, c'est question quand même d'avoir Larsault, fait hein. une super saison l'an dernier. Mais c'est vrai, tu as raison. Tu as raison que c'est sans doute juste, oui. Voilà, donc Stassin, il profite finalement de cette faiblesse de banc et en effet, il fait son expérience dans la douleur. Et aujourd'hui, Sissoko a plus d'expérience que lui et propose en plus autre chose en termes de gabarit et de puissance. Mais c'est sûr qu'on aimerait le voir plus en réussite et il ne faudrait pas que ce soit un joueur qu'on va voir passer par Saint-Etienne et qui va enquiller les buts ailleurs, parce que ça pourrait vraiment être le cas. Karl, au chat, je viens vers toi pour clôturer ce débrief. Qu'est-ce qui ressort un peu dans le chat sur ce match, pour les derniers mots, et quels sont les top flops des auditeurs? Alors évidemment qu'il y a, enfin, qu'il y a Ekwa et Bouchouari qui sont cités parmi les tops. L'arseneur qui revient aussi parmi les tops chez les uns et les flops chez les autres. Bon, ça traduit un peu la dualité qu'il procure chez les supporters depuis le début de la saison. Il y a Mouton qui est cité, Bouchouari. Chez les flops, il y a Stassin et Boaké qui sont cités par Dauphino Maniac. Euh, j'ai vu Jimmy Riffer qui souligne Petro. Et Laurent aussi qui disait beaucoup le tailler, mais moi j'adore ce joueur limité, mais un chat sur le terrain, qu'il l'a jamais, et c'est ce qu'on aime. Il faut souligner que d'ailleurs Petro a été parmi les hommes du match selon l'équipe qui lui a mis un 7. Le Progrès lui a mis aussi un 7, il me semble. Petro est là par défaut, mais il sera difficile pour Cornu de lui prendre sa place à son retour. Top Bouchouari, Sissoko et Zurico pour Thomas Iglesias. Nadé très bon. Mougou retrouvera-t-il le 11 type? Pas certain vu les performances au milieu de terrain. Stassin, je demande encore à voir. Il est encore un peu trop tendre pour Stéphane. Laurent, au contraire, qui dit Stassin, tu vois que le mec a du ballon et il a que 19 ans. Enfin bref, Stassin aussi cristallise assez les débats autour de son cas. Voilà. Merci Karl, pour ce retour. Avant de se pencher sur le prochain match des Verts qui s'annonce ô combien capital, je vous propose de faire un petit tour de la Ligue 1 car il y a des choses vraiment intéressantes à dire, notamment concernant les adversaires directs des Verts dans la course au maintien, car tous ou presque se sont imposés ce week-end, à l'exception de Montpellier quand même, défait 1-0 par Le Havre. Angers s'est imposé à Monaco, 1 but à 0, et comme Martin l'a dit tout à l'heure, Auxerre a collé 4-0 à Rennes. C'était sans doute le week-end où il fallait gagner pour les Verts. Alex, heureusement que la SSE a gagné, qu'on voit ces résultats, non? Oui, parce que sinon, c'est pas loin de tutoyer les Montpelliérains qui font de la peine à voir, mais je serais heureux de voir occuper la même place en fin de saison. Et puis s'il y avait encore une autre équipe avec eux, ce serait parfait. Non, non, mais c'est sûr qu'il fallait gagner. Alors voilà, ça se voit peut-être pas au classement, mais n'empêche qu'on est dans le bon wagon qui, en plus à l'approche d'un derby, qui va nous enlever une pression de dingue pour ce derby, qui si on avait eu 7 points, aurait été déjà, en plus de la pression inhérente à ce match-là, aurait ajouté la pression du résultat pour recoller à un peloton qu'on aurait déjà vu d'un petit peu plus loin. Donc voilà, il fallait gagner. On n'était pas forcément programmé pour battre Strasbourg, clairement. Je nous voyais plutôt gagner à Angers. Bon, bah, tant mieux si c'est Strasbourg. Dans l'idéal, je trouvais que 4 points sur cet enchaînement de 3 matchs, c'était bien. Et ben, il ne reste plus qu'à aller chercher un match nul pour le derby, si ce n'est mieux. Ça serait pas mal. Martin, toi, de ton côté, t'en penses quoi? C'était vraiment un match à surtout pas perdre aussi? Oui, oui, évidemment, mais pour moi, le championnat de Saint-Étienne, il est assez clair et je trouve que ça se décante un peu. Ce sera Nantes, Angers, Le Havre et Montpellier. Je pense que ça se jouera là. Auxerre, depuis le début de saison, je trouve que c'est un peu plus. Il y a un peu plus de certitude dans leur jeu. Alors à Saint-Étienne, encore une fois, oui, ils ont perdu à Geoffroy Guichard, mais voilà, le match, ils avaient eu un nombre d'occasions incroyables. Ils avaient perdu Joubal pendant l'échauffement, qui est un des joueurs les plus importants. Mais voilà, Nantes, Angers, Le Havre, Montpellier, il est là pour moi le championnat de Saint-Étienne. Pour avoir vu Montpellier-Le Havre, c'était quand même d'une tristesse absolue. C'est-à-dire que Le Havre a gagné, effectivement, mais sur un coup du sort, c'était quand même minable. C'était vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Et on sent des équipes qui ont vraiment la tête dans le trou. Mais il faut se souvenir que la semaine dernière, Saint-Étienne en prenait 4 à Angers. Donc
Donc voilà, il faut rester très très prudent et je pense que ça sera très compliqué. Alors le mercato d'hiver pourrait redistribuer des cartes, etc., comme je disais tout à l'heure, mais je pense que jusqu'à la trêve, euh, voilà, il faut essayer d'être en tête de ce groupe-là, se donner un peu d'air au niveau de ce groupe-là. Et voilà, le match contre Montpellier, par exemple, il sera important, quoi. C'est Et sûr. Martin, c'est d'autant plus dommage que dans ce championnat où je suis d'accord avec toi, hein, c'est notre championnat, clairement. Peut-être qu'une autre équipe va venir le rejoindre, ce championnat, mais en tout cas, c'est le nôtre. En 3 rencontres face à ses adversaires directs, on prend un seul point. Et pourtant, on a 10 points. C'est dire si on avait été performant au moins contre Angers ou contre Le Havre, si on serait déjà beaucoup mieux voilà, par rapport à ces équipes-là. On va rencontrer aussi du gros que certaines de ces équipes ont déjà rencontré. Et bah voilà, on fera les comptes déjà à la 17e journée quand tout le monde aura rencontré tout le monde. Mmh. Ouais, c'est sûr. En tout cas, pour l'instant, comme l'a dit Martin, parmi les concurrents directs, bon, on est tous au même nombre de points à peu près, hein. Nantes, Angers 10 points, Le Havre 9 et Montpellier un peu à la traîne à 4 points. Le seul petit problème aussi avec Saint-Étienne, c'est le goal average, hein. La débâcle face à Nice n'arrange rien. Mais Montpellier a 22, donc comme quoi il y a pire. En tout cas, il y a deux descentes directes, donc faudra faire attention. Karl, je viens au chat avant de parler du prochain match. Est-ce que les auditeurs ont des retours à faire concernant ce petit tour du championnat? Oui, écoute, il y a Toubab qui met aussi dans la balance Toulouse, qui, qui reste sur 2 victoires consécutives face à Montpellier et ce week-end contre Reims, est quand même pas si loin que ça et seulement à 2 points de Saint-Étienne. Donc Toubab qui nous dit: «Les matchs contre Montpellier et Toulouse seront déterminants. Il faudra absolument les gagner». Montpellier, c'est le match après le derby. Il y a la trêve internationale entre-temps, mais ça arrive, c'est à domicile en plus, donc un match à ne pas manquer. De Sofiane qui nous dit: «De ce que j'ai lu, il faut 1 point par match pour le maintien. On est donc dans les temps pour l'instant, mais à voir à côté si la série d'Angers tient sur la durée. Rennes est vraiment décevant, ils ne sont pas programmés pour jouer le maintien, donc ils pourraient bien souffrir en bas du classement». Hem, Guillaume qui nous dit: «Maintien à 32 points l'an passé, on est donc dans les temps. On n'a pas intérêt à avoir des blessures dans la charnière centrale». Et Rennes, le gars, vu le niveau, on peut on faudra se méfier d'eux, enfin, dans la course au maintien. Rennes qui est peut-être sur le point de changer d'entraîneur. Enfin voilà, donc il y a Toulouse qui est remis dans la danse de la course au maintien et Rennes à garder en visu. Voilà. On verra, on verra. Merci Karl pour ce retour et je vous propose maintenant de passer au prochain match. C'est ce dimanche et c'est jour de derby. Les Verts se déplacent à Lyon pour le retour du match face au rival. Les Lyonnais sont sixième au classement. Ils viennent de faire 2 matchs nuls en championnat face à Lille et face à Auxerre. Mais avant cela, les Lyonnais avaient remporté 3 matchs de rang. C'est une équipe qui marche pas trop mal, hein, en ce début de saison, sixième comme je l'ai dit. Et ça sera sans doute pas si facile, même pas facile du tout d'aller chercher un résultat là-bas. On connaît l'atmosphère, l'ambiance hostile en plus. Alex, toi, tu penses qu'il faut espérer un résultat là-bas en étant réaliste? Euh, En fait, ce qui est difficile, c'est qu'en face, on va jouer une équipe qui est absolument impossible à, à pronostiquer. Lyon est capable d'être flamboyant pendant un quart d'heure et d'être absolument apocalyptique le quart d'heure suivant. C'est très étonnant cette équipe qui s'appuie pourtant sur des joueurs qui ont un bon niveau globalement, hein, meilleur que Saint-Etienne en tout cas, donc rien que pour ça ils sont favoris. Mais moi je crois dans ce qui a fait qu'on a pu remporter des derbies avant de descendre en Ligue 2 ces dernières années, c'est-à-dire dans les valeurs vraiment qui vont être mises dans cette rencontre. C'est une rencontre où le talent a beaucoup joué quand Lyon l'emportait, parce qu'ils avaient beaucoup de talent et souvent plus que Saint-Etienne. Mais quand Saint-Etienne a gagné, ça a toujours été parce que la préparation mentale et l'impact physique étaient présents. On les a jamais battus sur le talent. On a rarement eu plus de talent qu'eux ces dernières années. Mais en tout cas, si on a une équipe de Saint-Etienne qui, dans la tête, est prête, même au Groupama Stadium, peu importe, euh, on peut les faire douter, on peut faire quelque chose parce que c'est déjà arrivé. Martin, toi, tu crois qu'on peut ramener quelque chose de là-bas? Je vais être honnête, Il faut. franchement.
Franchement, je pense pas. Euh, Il y a trop de déficits physiques. Le derby, c'est un combat. Et on a quand même beaucoup de petits garçons dans cette équipe. Et une charnière qui est trop fragile aussi. Je vois trop de trous dans cette équipe encore. Et Dalloglio n'y est pour rien, hein. Voilà, encore une fois, c'est. Alors oui, l'état d'esprit, tout ça, effectivement, tu peux combler certaines choses. Et de toute façon, le football, c'est aussi un rapport de force. Donc ça dépend de quelle copie on aura de l'OL. Effectivement, si on a l'OL du début de saison, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que la deuxième équipe de l'OL est sur le papier plus forte que la première équipe de Saint-Étienne. Ils ont une densité de banc, enfin qui est, voilà, c'est pas du tout la même catégorie là. Peut-être que Saint-Étienne sera prêt dans 6 mois, un an. Là, Saint-Étienne n'est pas prêt du tout. Et j'ai peur d'en prendre une sévère au Groupama Stadium. Parce que ce que je vois depuis le début de saison me pousse pas à l'optimisme. Vraiment. Donc, j'ai vu aussi des matchs de Lyon où eux aussi sont passés au travers, effectivement, ou parfois. Mais c'est une équipe qui a énormément d'occasions, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions. Qui par contre face au but c'est vraiment pas terrible à l'image d'un Lacazette qui vraiment cette saison c'est très compliqué, mais c'est une équipe qui a beaucoup beaucoup d'occasions, qui domine et Saint-Étienne est très très fragile derrière, donc faudrait pas que Lyon ouvre le score trop vite parce que sinon ça pourrait déclencher une avalanche et ça pourrait être très très compliqué, donc voilà, j'espère me tromper, mais sur le papier je vois assez peu de raisons d'espérer là aujourd'hui. Non, c'est sûr que ça va être, Désolé, j'ai un peu flingué il l'ambiance y a là, pas de mais souci, c'est bien d'avoir mais je suis ton honnête. point de vue, et il faut. C'est sûr que ça sera compliqué, et concernant la composition, on peut évoquer, est-ce que vous changez, quelque chose par rapport à celle de ce week-end? Un nouveau coup de poker de Odo dans ce contexte si particulier, on sait jamais. On sait que c'est un match, pas comme les autres, hein, donc est-ce qu'il faut adapter la composition en prenant compte, de certains de ces paramètres-là? Est-ce qu'il faut garder ce milieu? Est-ce qu'il faut changer quelque chose devant? Par exemple, essayer Sissoko titulaire? Bon, c'est difficile d'anticiper, hein, comme d'habitude, mais les choix du coach auront leur importance, pour ce match. Martin, je vais te laisser la parole. Est-ce que toi, tu changerais quelque chose à la composition par rapport à celle de ce week-end? Bah, pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur Stassin, moi je mettrais Sissoko qui me semble aujourd'hui plus prêt pour ce genre de combat-là en Ligue 1. Je condamne pas Stassin encore une fois, mais il me semble que Sissoko face à la charnière lyonnaise, ouais, ça me semble plus costaud quoi. Quand tu dois te fader Niakate, Saleta Sarr, voilà, c'est quand même du costaud. Donc, ouais, moi je mettrais plutôt Sissoko. En arrière droit, je sécurise. Ouais, non. En fait, voilà, le problème, c'est que je mettrais peut-être Cafaro aussi pour son expérience en Ligue 1, mais on est quand même sur beaucoup de joueurs qui sont à touche-touche derrière, hein. On a quand même un effectif de 18, 19, 20 mecs, ce que je disais tout à l'heure. Tu as assez peu de têtes qui dépassent. Et pareil, la charnière, ce serait une charnière par défaut. Moi, je pense que Batou Binsika aujourd'hui, parmi les quatre, est celui qui m'offre le plus de garanties, même s'il a complètement coulé à Angers. Mais donc, je mettrais Batou Binsika. Après, je mettrais Winadé parce qu'il est en confiance, etc. Mais j'ai très peur. J'ai très peur face au Lacazette, face à Cherki, face à Fofana. Ça va vite, ça combine. J'ai peur que tout ceci soit un peu dépassé. Mais disons que je garderai la même équipe peut-être avec Sissoko à la place de Stassin. De ton côté, toi, Alex, est-ce que tu as des idées pour le 11 de ce week-end? Est-ce que tu effectuerais des changements? Bah, s'il y a des changements, d'abord, ils peuvent être tactiques. Est-ce que tactiquement, Dalloglio va vouloir mettre un dispositif spécial en place? C'est toujours risqué parce que ça veut dire que on rôde un petit peu son équipe sans filet. Je pense à une vraie défense à 5 et non pas une défense hybride entre le 4 et le 5. C'est-à-dire que là aujourd'hui, Ekwa descend très bas et offre quasiment une défense à 3 centraux. Est-ce qu'il va vouloir passer à la défense à 3 centraux ou pas? Ça, c'est une première question qui peut se poser. Et s'il devait y en avoir 3, je ne l'imagine pas une seule seconde sur un derby après la bronca de Geoffroy Guichard sur Abdelhamid, mettre Abdelhamid. Donc voilà.
En disant ça, j'ai presque répondu à ma question, mais voilà, il y a peut-être un sujet. S'il n'y a pas de changement tactique, euh, et je suis d'accord avec Martin, là, on va être en vrai déficit physique. Et est-ce que Bouchoirie, dans un match comme ça, peut répondre aux défis physiques? Est-ce que Mouefek, qui a en plus la culture du derby, serait pas plus opportun? Ça, c'est pour le milieu de terrain. Mouton, je le laisserai parce que honnêtement, il me fait une belle impression et Kamougou est lui aussi un petit peu frêle pour le moment. Boakier m'a pas convaincu. Je pense que Cafaro peut apporter quelque chose. Et en effet, devant, je suis d'accord aussi, Sissoko répondra bien plus facilement aux défis physiques des Lyonnais, Il me offerts semble, par les en, Lyonnais. en revanche, il me semble que Cafaro est suspendu, donc il ne pourra pas jouer Ah pour ce oui, 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 match-là. oui. Ah oui, Tout c'est à vrai, fait. bah, c'est réglé. Tout à fait. Ouais, mais j'ai une autre Voilà. question. Est-ce que par exemple vous pourrez voir, enfin vous aimeriez voir, pourquoi pas tenter un coup de poker type Stassin et Sissoko alignés ensemble ou un milieu à 2 ou à 4, je sais pas, des changements de cette envergure, Alex, toi de ton côté? Bah, si c'est Stassin, pourquoi pas l'excentrer, hein, c'est aussi une possibilité. De ne pas le mettre en pointe et de mettre Sissoko en pointe. Après, jouer à deux attaquants à Lyon, ce serait quand même sacrément gonflé de la part de Dalloglio. Mais si vraiment il veut aligner les deux joueurs ensemble, peut-être que Stassin peut jouer un rôle de 9,5, peut peut-être être excentré. Moi, je ne les vois pas à l'entraînement. Je ne sais pas quelle capacité il aurait à tenir un poste comme ça, mais à être positionné de cette manière-là. Mais ce qui est sûr, c'est que Sissoko, sa place, elle est en pointe sur un match comme ça, hein. Ça doit être un point d'appui et il va offrir un défi physique aux centraux lyonnais. Après, il faut mettre du coffre. Et je suis vraiment d'accord avec Martin quand il dit qu'il n'y a pas beaucoup de coffres dans cette équipe. Bah, qu'on mette tous les coffres qu'on a parce qu'on n'en a pas beaucoup. Ton côté, toi Martin, voir les deux Stassin et Sissoko alignés ensemble, c'est assez, euh, comment Non, dire, invraisemblable toi aussi, pour toi non, aussi? non, non, parce que Saint-Étienne est une équipe de transition. Enfin, pour moi, en tout cas, là où ils sont le plus dangereux, c'est en transition. Et là, ce qui veut dire que tu perdrais un ailier, David Boakai ou un autre. Et or, la force de cette équipe, c'est quand même ça. Et avec Stassin et Sissoko, t'es quand même pas sur deux mobilettes. La vitesse, c'est pas leur point fort. La mobilité non plus. Donc, non, ils sont parfaits pour se remplacer. D'ailleurs, à chaque fois, celui qui rentre profite du travail de l'autre, soit en délivrant une passe D, soit en marquant. Donc voilà, c'est intéressant. Mais les deux ensemble, aujourd'hui, leur profil ne me semble pas complémentaire et surtout ne rendrait pas grâce au maigre point fort de cette équipe-là, quoi. Voilà. Merci messieurs. J'arrive auprès de toi, Karl, hein, au chat, concernant les retours des auditeurs sur le derby, qui j'imagine sont assez nombreux. Est-ce que les auditeurs sont optimistes pour ce match? Alors, comment dire? Non, 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 voilà, On non, s'en non, doutait. non. Voilà, c'est un peu dans la même veine que nos chroniqueurs, en particulier Martin. Il y a Toubab qui nous dit le facteur X sera la façon dont les Lyonnais vont appréhender le match. S'ils nous prennent un peu de haut et qu'on fait un match à l'image du 100e derby, on peut espérer ne pas perdre au moins. Les gars, gardons les pieds sur terre. On en a autre pris 8 à Nice et 4 à Angers. Il y a trop d'écart entre les deux équipes. Ça, c'est Spider Fox qui nous dit ça. Folk qui nous dit je pense que le plus important, c'est d'éviter une branlée. En cas de branlée, je pense que Odeo saute direct. Euh, euh, D'accord avec Martin, mais tout dépendra du scénario. Si Lyon continue à vendanger, on a nos chances. Sinon, ça s'annonce compliqué. Ça, c'est Romain qui nous dit ça. Le secret sera de tenir le plus longtemps possible sans encaisser de but et essayer de marquer en contre. Attention, Cafaro sera suspendu, il ne pourra donc pas jouer. C'est vrai, accumulation de cartons jaunes, donc pas de Cafaro à Lyon dimanche soir. Mouton Mouefek sur le terrain, il faut mettre des Stéphanois de formation pour donner le tempo aux autres. Ça, c'est Mathias qui nous dit ça. Du côté de YouTube, il y a France qui n'est pas pour avoir un duo Stassin-Sissoko pour ce derby-là. Mouton et Bouchoirie continuent à être titulaires pour continuer à reposer Amougou et Mouefek. Ça, c'est Étienne qui nous dit ça. Et non, pas de duo Stassin et Sissoko parce que sinon on n'a personne pour la rotation ensuite. Donc voilà.
Ouais, pas trop optimiste, donc merci Karl. Et je vais te laisser la parole, Karl, parce que j'ai oublié de faire un petit point dans cette émission concernant les autres équipes hein, de la SSE, les féminines et les jeunes qui jouaient aussi ce week-end. Est-ce que tu peux nous faire un petit point résultat, si t'as 2 petites minutes? Oui, bah, écoute, ça n'a pas été un week-end très glorieux pour les diverses équipes de la SSE, hormis pour l'équipe professionnelle masculine, parce qu'en même temps que les hommes de Dalloglio jouaient contre Strasbourg, et bah, les féminines de Laurent Mortel jouaient aussi contre Strasbourg, mais à la Méno. Et ça s'est mal passé pour les Amazones qui ont enchaîné un troisième revers consécutif, qui ont, elles, perdu 2-0, contrairement aux Verts. Et du côté de la formation, bah, c'est le même schéma qui se répète. Les U17 qui font match nul, en tout cas qui gardent une belle série d'invincibilité, pendant que la réserve s'incline encore et encore. Ça devient assez critique pour la réserve parce qu'elle s'est inclinée contre Clermont, qui est la réserve de Clermont, qui est elle aussi très mal classée, et ce qui fait que Saint-Etienne est avant-dernière de sa poule, 13e avec 5 points seulement en 7 matchs. Et ça commence à peut-être un peu craindre parce que les 4 dernières équipes de la poule sont reléguées en Régional 1. Donc il y a peut-être péril en la demeure, on ne le sait pas trop. Et au contraire, les U17, eux, sont premiers de leur poule D, devant Saint-Priest, et avec 20 points en 10 matchs. Et c'est les premières équipes de chaque poule qui se qualifient pour les playoffs. Donc les U17 sont une belle surprise en ce début de saison. Elles ont fait match nul contre Cavigal Nice 3-3. Et enfin, les U19 ont fait un match nul 4-4 contre Montpellier, mais ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils menaient 4-2 à la mi-temps. Et eux, les U19, ils sont dans le ventre mou de leur poule D, on va dire. Ils sont 7e avec 15 points en 10 matchs et à 5 points du top 2, synonyme de play-off. Donc voilà, des fortunes diverses, mais c'est vrai que ce week-end, il n'y a que les pros masculins qui ont gagné. Au total, ça fait 2 défaites, 2 nuls et une victoire pour les différentes équipes de la SSE ce week-end. Merci beaucoup, Karl, pour ce point bien précis. Si tu permets juste 30 secondes pour Vas-y, la réserve Alex. de Saint-Etienne, je trouve qu'on n'a jamais été aussi mauvais en termes de résultats depuis qu'on a un maximum de professionnels qui participent aux rencontres de la réserve. Ça pose vraiment la question de la gestion de cette réserve et de ce qu'on attend de l'intronisation de professionnels dans ce collectif, notamment, je pense à un Miladinovic, voilà, qui est très opaque en termes de niveau, en termes de présence dans le club, on ne sait pas trop. Et il y a des joueurs qui clairement n'ont pas le rendement qu'ils attendent, et pendant ce temps-là, il y a des jeunes sur le banc qui ne progressent pas. Donc voilà, je pense qu'il y a un sujet aussi autour de la réserve. C'est sûr, ouais, pourtant on dit souvent que c'est un point fort, hein, la jeunesse stéphanoise, donc on espère que ça va pas finir en régional et que la réserve se ressaisira bientôt, hein, bientôt pour pas finir dans les bas-fonds de régional. Donc, merci Karl, merci messieurs. Il nous reste 5 petites minutes et ces 5 petites minutes vont être consacrées au quiz au Saint-Étienne Night Club Challenge. C'est parti. Je vous rappelle, messieurs, dames, qu'à chaque fin d'émission, on fait un petit quiz hein, de 3 questions à nos chroniqueurs. Vous pouvez aussi participer dans le chat. C'est parti. On commence tranquillement, comme d'habitude, avec un joueur à deviner. Messieurs, dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous dites votre prénom et je vous donne la parole. Attention, ça peut aller vite. Je suis né en 1987 à Bagnols-sur-Cèze. Je suis formé à l'AS Saint-Étienne et ici mon premier contrat pro en 2007. Défenseur central, je m'impose dans le 11 stéphanois et joue 80 matchs en 3 ans. Pressenti à la Juventus, je rejoins finalement l'AC Benalouane. Martin Benalouane, non? Bien joué, ouais, c'est Yohan Benalouane. L'AC Cesena en 2010, j'y reste 2 ans avant de rejoindre Parme puis Bergame et alors que j'ai joué un match en France Sport en 2008, je représente la Tunisie en 2018. Après avoir joué en Angleterre, Leicester puis Nottingham Forest et enfin en Brest, je prends ma retraite en 2023, je suis Yohan Benalouane. Un point pour Martin. Deuxième question, l'occasion pour Alex d'égaliser. Le plus rapide qui a Non, non. la... Mais si, ça va le faire, t'inquiète pas. Le plus rapide qui a la réponse peut prendre la parole. Question de rapidité donc. Puis après, c'est une proposition chacun. Le prochain match qu'on joue, donc, c'est le derby, c'est contre Lyon. Et c'est assez rare lorsque les Verts s'imposent là-bas. La dernière fois, c'était en 2014, sur le score de 2 buts 1, avec un but de Mevlou Terding et un autre de Max Gradel. Et la fois d'encore avant, c'était en 2010, et les Verts avaient gagné 1-0 à Gerland, mais qui avait marqué à votre avis? Alex, Vas-y Alex. Payet? Et oui, c'était Dimitri Payet qui avait marqué ce but. 1-1 donc, Centième. égalisation.
Dernière question pour vous départager. Avec un au plus proche, cette fois-ci, j'aime bien ça. J'ai une pièce pas loin, je vais faire pile ou face pour savoir qui c'est qui commence. Alex, tu prends quoi? Pile ou face? Face. Allez, face. Et c'est pile. Donc c'est Martin qui commence à faire la proposition. Ouais, je préfère. Donc je vais partir sur cette même saison, la saison 2010-2011. Dimitri Payet termine aussi meilleur buteur de l'équipe stéphanoise à la fin de la saison. Mhm. Avec combien de buts à votre avis? Sur 42 matchs au total, c'était 38 de championnat et 4 de coupe, il me semble. Ah, donc c'est toute compétition confondue. Sur les 42 matchs. C'est chaud ça. Je vais dire 42 matchs. C'est saison 2009-2010. Hein. Non, 2010-2011, la dernière. C'est ça, ouais. 2010-2011. Je vais dire. Il avait commencé fort. 14 buts? 14 buts. Alex, plus ou moins? Il a commencé fort, il mettait un but par match, en fait. Et il a commencé très, très fort. 14, c'est un chiffre qui m'embête un peu. Je le vois pas à 15, je vais dire moins. Donc tu pars sur 13? Ouais. Eh bien bingo, c'était 13 buts sur cette saison pour Wow. Dimitri Payet. 42 matchs en tout des Verts, mais Dimitri Payet en avait participé qu'à 34, il me semble. Ouais. Donc ça fait 13 buts et victoire du coup de Alex Oula, mais de 1. attends, mais alors, Martin, je crois que voilà, faut pas jouer au loto pendant 6 générations, je pense, parce que ça ne m'arrive jamais. C'est ma première victoire depuis. Voilà. je Il le en dis. fallait bien une et tout est Voilà. possible comme quoi. On espère que tout sera possible aussi ce week-end. Ouais. Et on arrive du coup à la fin de cette émission, hein. Bravo messieurs pour ce joli quiz et merci beaucoup pour cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices aussi d'avoir été présents et présentes. J'espère que vous aurez pris du plaisir à nous écouter comme d'habitude. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous d'ici la prochaine émission et surtout, allez les Verts. Ciao ciao, bonne soirée. Salut. Salut.